Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dr Wrestling. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un petit peu sous forme d'hommage à 5 catcheurs qui nous ont quittés beaucoup trop tôt. Une vidéo du coup où on va retracer un peu l'histoire de ces 5 catcheurs et où on va bien entendu donner des éléments de contexte quant à leur disparition soudaine. Alors c'est une vidéo que j'ai imaginée un petit peu sur le même ton que celle de Chris Benoit que j'ai sortie cette semaine. C'est-à-dire globalement une vidéo où je suis posé, calme et où je raconte une histoire, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. C'est un peu un nouveau format de vidéo, c'est un petit peu on est tous ensemble autour d'un feu et je vous raconte une histoire. Et aujourd'hui donc du coup on va parler de ces 5 catcheurs disparus bien trop tôt. Et croyez-moi, je n'ai déjà pas hâte de parler du 5e catcheur. Alors commençons avec notre premier catcheur et on va parler de l'immense Brody Lee qui est une légende de la WWE et de AEW. Brody Lee du coup qui a disparu en décembre 2020 juste après les fêtes de Noël et qui était qui souffrait d'une maladie assez étrange, assez mystérieuse. On a eu peu d'informations, mais finalement c'est pas trop le but de cette vidéo de faire du gossip. On est vraiment dans l'hommage finalement, dans le souvenir de ces catcheurs incroyables. Donc au final on s'en fout un peu de quoi ils sont décédés, l'important c'est véritablement de se souvenir de leur carrière et des humains qu'ils étaient. Et donc Brody Lee c'était un catcheur plutôt atypique qui a fait ses marques, qui a fait ses classes dans le circuit indépendant. Il a notamment pas mal lutté du côté de CZW, la fédération un peu intense. Ensuite il est repéré par la WWE, il entre bien sûr dans le centre de développement qui était à l'époque la FCW, puis NXT bien entendu. À NXT il se trouve une nouvelle gimmick, un nouveau personnage, la gimmick du coup de Luke Harper, et du coup avec Bray Wyatt et Eric Strowman, eh bien ils font ensemble la Wyatt Family, un clan composé de mecs un peu fous, un peu barbus, un peu sales, bref des gars un peu chelous, des mecs que t'as pas envie de croiser dans un pub en plein milieu du Texas, parce que ces mecs là ils sont un peu chelous et ils sont dangereux. La Wyatt Family connaît globalement une belle histoire du côté de la WWE puisque voilà ils gagnent certains titres. Concernant Luke Harper, à un moment donné, il a potentiellement quelque chose à jouer en solo, notamment dans la première partie de l'année 2017 où il y a cette espèce de triangle à 3 entre Bray Wyatt qui devient champion de la WWE à ce moment-là, Randy Orton qui est le dernier membre en date de la Wyatt Family et qui finalement voulait s'en prendre à Bray Wyatt, et Luke Harper qui était aussi dans l'équation pour pourquoi pas faire un triple menace à WrestleMania. WrestleMania combien en 2017? C'était WrestleMania 33 et bien malheureusement ça n'a pas eu lieu puisque la WWE a préféré garder Bray Wyatt contre Randy Orton pour un match qui malheureusement rentre dans les mémoires comme étant une purge complète et l'un des pires matchs pour le titre de la WWE dans l'histoire de WrestleMania, et malheureusement l'alchimie ne prendra véritablement jamais entre Bray Wyatt et Randy Orton. Ensuite Luke Harper va rester un petit peu dans les matchs par équipe, il va y avoir la reformation des Bludgeon Brothers. L'année d'après à WrestleMania 34 ils vont gagner le titre par équipe, ce qui va représenter un petit peu le pinacle de la carrière de Luke Harper du côté de la WWE, et ensuite voilà ça va être gentiment mais sûrement le début de la fin pour Luke Harper qui va disparaître un peu des cartes jusqu'à ce qu'il soit remercié par la WWE. En 2020 c'est le renouveau puisque Luke Harper redevient Brody Lee du coup, un catcheur déjà qui parle par rapport à son personnage de Luke Harper, un personnage beaucoup moins fou, un peu plus classe, un espèce de psychopathe mais beaucoup plus classe, qui s'habille en costume, qui est le leader du coup du Dark Order, ce clan qui devait faire de grandes choses du côté de AEW et qui malheureusement a eu un petit coup dans l'aile par rapport au décès de Brody Lee. Il s'en est jamais vraiment remis et en tout cas ça se passe plutôt bien les 6 premiers mois, ça passe très bien pour Brody Lee qui monte comme ça un peu en grade chez AEW et devient champion TNT. Il fait ce dernier match contre Cody Rhodes, ce dog collar match extrêmement intense. Brody Lee d'ailleurs qui n'a jamais véritablement connu la foule de AEW puisque c'était en pleine période de pandémie, donc c'était fermé, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas de fans, et eh bien on a eu ce dernier match de Brody Lee. Ensuite il a commencé à sentir pas très bien. La semaine suivante de ce match, du coup, il se rend du côté de AEW, de Dynamite pour bosser, mais on lui dit rentre chez toi, tu n'as pas l'air bien. Effectivement, il était très vite essoufflé, il allait pas très bien, et ensuite, eh bien, son état s'est dégradé, il a eu du mal à respirer, et ensuite, il a été carrément hospitalisé, puis intubé, placé dans un espèce de coma, puis il n'y avait plus rien à faire. Brody Lee allait décéder puisque ses fonctions respiratoires ne répondaient plus. Il survivait grâce à une machine, et il a été décidé de le débrancher pour son bien à lui-même en tant que
John Huber en tant qu'humain et bien sûr pour le bien de sa famille. C'est une nouvelle qui a été absolument terrible à l'époque. J'en avais pas spécialement trop parlé parce que j'étais terriblement secoué et vraiment j'avais pas envie d'en parler sur le coup parce que ça m'a vraiment mis une grosse claque et j'en ai pris des grosses claques ces derniers temps avec les disparitions de catcheurs. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que AEW a créé un bel hommage, vraiment un très très bel hommage. Parmi les catcheurs qui sont décédés récemment, je trouve que Brody Lee est celui qui a eu le meilleur hommage possible et la legacy de ce catcheur a continué d'opérer à travers son fils notamment, qui a pendant quelques temps été l'une des vedettes des coqueluches du Dark Order chez AEW. Deuxième catcheur, et là on va remonter un peu dans le temps, on va repasser côté WWE Full et on va parler de Owen Hart, le roi de cœur, le King of Hart, le cadet des frères Hart, du coup qui était 6 ou 7 il me semble, les frères Hart, et surtout le petit frère de Bret Hart. Et Owen Hart, eh bien malheureusement il a connu un destin complètement tragique, complètement funeste, puisqu'il est décédé en 99 lors du pay-per-view Over the Edge, et malheureusement il est décédé en faisant son entrée au ring, puisqu'il rentrait par les airs, il avait un drôle de personnage qui rentrait par les airs, un personnage masqué, sauf que là il y a eu une malfonction, une dysfonction du système de sécurité qui a fait qu'Owen Hart est tombé littéralement du haut du toit. Il a fait une chute de près de 10 mètres il me semble, il est retombé sur les cordes du ring, le choc a été très intense, il a eu une hémorragie interne, il a été conduit à l'hôpital, malheureusement il n'a pas survécu à ses blessures. Le décès d'Owen Hart a été prononcé quelques heures après cet incident malheureux. Alors ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque le show a continué, il n'y a pas eu d'arrêt. Quand on regarde Over the Edge 1999 sur le network, alors on n'a pas bien sûr, ce match-là a été supprimé, hein, il n'y a pas d'image, il n'existe pas d'image de cet accident, personne n'a filmé toutes les images, ou alors toutes les images ont été détruites. Il y a juste quelques photos qui traînent sur internet où on peut voir Owen Hart du coup sur le ring pris en charge par les médecins juste après l'incident. Mais moi ce qui m'a glacé le sang quand j'ai regardé Over the Edge la première fois, c'est la promo de Jeff Jarrett juste avant son match où il est carrément à deux doigts de pleurer, hein. Jeff Jarrett qui était un proche d'Owen Hart et il est heel en plus à la base, et franchement regardez cette promo de Jeff Jarrett juste avant son match, ça met des frissons de dingue parce que le mec il sort de son personnage de son instant pour dire Owen on t'aime, ça va aller, t'inquiète, on est avec toi, alors qu'Owen a été sur le point de décéder malheureusement, mais cette promo fait vraiment froid dans le dos. Alors Owen Hart, parlons quand même de sa carrière. Son fait d'armes le plus notable, c'est sa victoire dans l'opener contre son frère Bret Hart à WrestleMania 10, un match exceptionnel et un match qui connaîtra une revanche encore plus exceptionnelle à SummerSlam 1994, du coup 6 mois après WrestleMania 10, où Owen et Bret vont nous offrir un match en cage d'une intensité dingue et l'un des rares 5 étoiles de l'époque à la WWE, un match que tout le monde devrait voir tellement c'est un chef-d'œuvre. Malheureusement, Owen Hart, il a jamais été champion de la WWE, il a toujours été considéré comme un second couteau, un petit peu. Il a fait un peu des choses un peu étranges. On pourrait presque dire que Owen Hart est un peu le Dolph Ziggler de l'époque, même si Dolph Ziggler, lui, il a été champion et pas Owen Hart, comme quoi. Pourtant, Owen Hart, il avait un talent absolument dingue, il avait un énorme charisme, il était vraiment dans tous les bons coups, dans la Hart Foundation. Il a eu des titres de champion intercontinentaux, il a été un temps dans la Nation of Domination. Bref, Owen, c'était quand même quelque chose de dingue et surtout, il avait un charisme fou. Et ce qui est terrible dans cette histoire finalement de ce décès très soudain, c'est d'abord qu'il est décédé très jeune, hein, et que surtout en fait il était sur le point de raccrocher les bottes pour devenir pompier, parce que voilà, il voulait passer du temps avec sa famille, sa femme et sa fille notamment, et bien malheureusement Owen Hart n'a pas eu le temps de changer de voie puisque le destin en a décidé autrement. Troisième catcheur de cette liste, et là les fans de la génération NT1 vont savoir de qui je parle puisqu'on va parler de Umaga, le catcheur du coup samoan, membre de la famille Anoa'i bien entendu, l'oncle des frères Uso notamment, le frère de Rikishi, bref une véritable légende vivante, ce cher Umaga, Eddie Fatou de son vrai nom. Et Umaga du coup il a eu une carrière quand même un petit peu étrange à la WWE puisqu'il avait démarré à l'époque avec Rosey, le frère de Roman Reigns. À la fin des années 90, c'était deux rappeurs un peu gangsta de l'époque pendant l'Attitude Era, et globalement c'était des mid-carders voire jobbers, hein. Ils étaient vraiment ils ont jamais eu de titre par équipe par exemple il me semble, et ils ont toujours eu des petits matchs voilà pas très importants, mais en tout cas effectivement Umaga il a longtemps fait équipe avec Rosey, le frère de Roman Reigns qui est décédé aussi il y a quelques années. Ensuite en 2007 on a un espèce de repackaging total de Umaga qui devient du coup Umaga. On lui met des faux tatouages samoans sur le visage, on lui met des tresses, on lui fait faire des cris de fou, de bête enragée, et ça devient bien tout simplement la machine de guerre Umaga, totalement imbutable au début. Ils ont pris un peu le même pattern que le Great Khali,
c'est-à-dire voilà, on met un mec hyper puissant et au début il est imbutable jusqu'à ce que John Cena croise sa route et que John Cena terrasse Umaga. Il faut quand même noter que le match entre John Cena et Umaga au Rumble 2007, c'est quand même la grande classe et c'est extrêmement violent hein, comme match. Franchement, si vous aimez le catch un peu hardcore, ce match entre Umaga et John Cena à l'époque, c'était quand même quelque chose de véritablement salé. En même temps, entre 2006 et 2007, John Cena, il était totalement, il était chaud bouillant, il était dans tous les bons coups et ce match était très bien. Ensuite, à WrestleMania 23, quelques mois après ce match, du coup, du Royal Rumble 2007, on a Umaga contre Bobby Lashley dans le Air versus Air match entre Vince McMahon et Donald Trump. Et ce match, en vrai, il est terriblement historique. Et à l'époque, Vince McMahon sélectionne le catcheur Umaga, Donald Trump prend Bobby Lashley et c'est finalement Bobby Lashley qui terrasse Umaga et ensuite Vince McMahon finit complètement chauve. Ça aussi, c'est un match historique. Il faudrait peut-être que j'en fasse une chronique à l'occasion de WrestleMania 23 puisque c'était quand même assez légendaire. Ensuite, c'est un peu la descente aux enfers puisqu'il se passe plus grand chose et il finit par être libéré par la WWE. Puis malheureusement, il va décéder en 2009 d'une crise cardiaque qui serait due, selon l'autopsie, à un cocktail de 3 médicaments, un antidouleur, un myorelaxant donc pour les relâchements musculaires et également un anxiolytique. Donc un cocktail qui a eu raison de la santé d'Umaga qui est donc parti à l'âge de 36 ans. Retour maintenant du côté de l'Attitude Era avec un catcheur absolument légendaire qui lui aussi est parti beaucoup trop tôt puisqu'on parle de Brian Pillman. Brian Pillman, c'est tellement dommage puisqu'il aurait pu avoir une carrière totalement folle pendant l'Attitude Era. On parle beaucoup des Stone Cold, des Rock, des Triple H, des Kane, des Undertaker, mais Brian Pillman, si malheureusement il n'était pas décédé en 97, il aurait certainement eu une grosse carte à jouer dans toute cette folie de l'Attitude Era parce que tout simplement c'est un catcheur totalement dingue, à la fois dans son personnage mais un petit peu dans la vie, qui malheureusement n'aura pas vraiment eu le temps d'arriver à son prime. Alors Brian Pillman, du coup, à la base, c'est un catcheur qui est assez en avance sur son temps, et c'est un catcheur qui fait beaucoup de flying moves, c'est-à-dire que voilà, il saute de la 3e corde. À l'époque, c'était pas encore trop ça. Au début des années 90, il va être associé à Stunning Steve Austin à la WCW, donc Stone Cold Steve Austin. Donc Brian Pillman et Stone Cold vont faire équipe à la WCW. L'équipe va s'appeler les Hollywood Blondes et ça va être à l'époque un véritable carton. Ça va même tellement bien fonctionner que des mecs comme notamment Dusty Rhodes, les bookers de la WCW à l'époque, vont dire ça marche trop bien pour vous, en fait on va vous séparer, vous allez chacun faire votre carrière de votre côté. Une décision qui va être un peu regrettable pour l'époque et qui va notamment conduire les deux à quitter la WCW dans les années qui suivent. Pillman va poursuivre son bonhomme de chemin et il va se passer quelque chose en 95 qui va être totalement dramatique pour sa carrière, c'est qu'en fait il va avoir un immense accident de voiture et de cet accident de voiture il va garder des séquelles psychologiques et physiques puisque notamment sa cheville a eu beaucoup de dégâts durant cet accident et eh bien malheureusement il va connaître plusieurs opérations, il va jamais pouvoir récupérer sa mobilité de l'époque et surtout il va devoir prendre des médicaments qui vont faire en sorte d'atténuer la douleur mais qui ne vont pas l'aider dans la gestion de sa santé. Pillman redémarre un peu sa carrière à la WWE en 96, il va notamment faire une première feud contre Goldust qui va être assez intense hein, pour l'époque, vraiment cette feud elle presque je dirais elle marque le début de l'Attitude Era avec la promo de Stone Cold Steve Austin, la fameuse promo Austin 316 et je pense quand même que cette rivalité entre Pillman et Goldust, le frère de Cody Rhodes, à l'époque elle marque quand même le début de quelque chose puisqu'on découvre finalement cette facette de Brian Pillman totalement déjantée et ensuite ça lance véritablement le côté folie entre fin 96 et 2000-2001. Brian Pillman va aussi avoir une rivalité contre Stone Cold Steve Austin, son grand ami, et on va aussi avoir la promo Pillman Got a Gun avec du coup cette fameuse séquence dont à mon avis je peux pas parler sur YouTube mais en gros il y a une histoire de flingue et Pillman arrive chez Austin, enfin bref la promo peut être assez choquante pour l'époque et notamment quand on connaît le contexte des États-Unis avec les pistolets. Bref, c'était Pillman tout simplement, c'était la folie. D'ailleurs je crois que je me suis un peu gouré dans l'ordre, il me semble que Pillman en fait il était en rivalité avec Goldust juste avant son décès en 97 mais il me semble qu'avant il fait d'autres choses et notamment il est dans la Hart Foundation, il est le 5e membre de la Hart Foundation lors du pay-per-view Canadian Stampede extrêmement légendaire où la famille Hart se bat chez elle au Canada. Bref, je vais pas rentrer dans les détails mais n'hésitez pas à aller voir sur le network si jamais vous voulez vivre des moments d'émotion de catch et d'histoire. En tout cas Brian Pillman, effectivement malheureusement il décède au matin d'un pay-per-view, on le retrouve tout simplement sans vie, inanimé dans sa chambre d'hôtel et Brian Pillman a en fait succombé à une crise cardiaque durant la nuit. Octobre 1997 marque donc la disparition de Brian Pillman à l'âge de 35 ans d'une crise cardiaque. C'était le matin d'ailleurs du pay-per-view Bad Blood où on a eu le premier Hell in a Cell entre l'Undertaker et Mankind. Donc c'était un show historique où malheureusement Brian Pillman ne va jamais catcher puisqu'il était déjà décédé dans la
la nuit précédente. Alors Brian Pillman est décédé d'une crise cardiaque, il semblerait qu'il ait eu une malformation cardiaque génétique et héréditaire. D'ailleurs, Brian Pillman Jr., j'espère que tu vas chez le cardiologue souvent, mais il y a eu aussi d'autres choses, notamment sans doute des prises de produits anabolisants, des stéroïdes et des antidouleurs par rapport à son accident sans doute, et également d'autres produits dont il est inutile de rentrer dans les détails dans cette vidéo. Et Brian Pillman aurait pu avoir une grande carrière à la WWE, malheureusement le destin en a décidé autrement. 5e catcheur de cette liste, et mes amis, je redoute ce moment puisque je n'en ai pas parlé depuis le mois d'août, mais il va nous falloir parler de Bray Wyatt. Alors j'avais fait une vidéo réaction quelques jours après, je pense qu'elle est toujours disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder ça si jamais vous voulez voir un peu la réaction du docteur face à cette nouvelle absolument terrible, mais en tout cas aujourd'hui, effectivement, on va parler surtout de la carrière de Bray Wyatt, on va lui rendre hommage une fois de plus. Bray Wyatt, c'était quand même un catcheur extrêmement talentueux en termes de créativité. Sur le ring, c'était pas Shawn Michaels, c'était pas Johnny Gargano, c'était loin d'être ça, mais il y avait tout un univers fascinant autour de Bray Wyatt, et cet univers nous a malheureusement été enlevé ce jour du mois d'août 2023, mais finalement c'est pas si grave cet univers. Ce qui est surtout terrible, c'est que Bray Wyatt est décédé, l'homme Bray Wyatt, l'humain, est décédé à l'âge de 36 ans d'une crise cardiaque lui aussi. Une crise cardiaque qu'il a eu malheureusement des suites du virus dont tout le monde parle depuis 3 ans et qui lui aurait fait de gros dégâts. Il avait déjà apparemment des problèmes cardiaques depuis quelques temps. On n'en sait rien finalement, et encore une fois ça sert à rien de spéculer. Malheureusement, Bray Wyatt est décédé, malheureusement il est parti, et on ne verra plus jamais, notamment le personnage du film, par exemple, dans un ring de la WWE. Alors Bray Wyatt, c'est vrai que c'est quand même une carrière assez atypique, hein, quand même. Il commence en 2010, sous le personnage de Husky Harris. À l'époque, c'est pas ça, hein, c'est pas vraiment ça. Il est en slip, il a un peu de surpoids, il a pas de flow, il a pas de charisme, il a rien. C'est Bray Wyatt, le fils de IRS, du coup, le catcheur dont j'ai oublié le vrai nom, Mike Rotunda, voilà, Mike Rotunda. Donc voilà, je suppose qu'il y a des petits passes droits, c'est le fils de, donc ok, peut-être sûrement il y a des passes droits. Certainement que Bray Wyatt a profité au début de sa carrière d'immenses passes droits, parce que s'il avait fait des tests comme tout le monde, m'étonnerait que Bray Wyatt il ait fait carrière dans le catch, pour être très honnête, parce qu'en vérité, ses attitudes sur le ring au début c'était pas terrible, hein, c'était pas ça, il avait pas ce talent inné qu'a eu par exemple Randy Orton, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Bray Wyatt il a connu une ascension exceptionnel, vraiment, il s'est fait tout seul de par son génie créatif et de son talent pour mettre en place ce génie créatif et de la façon dont il racontait des histoires. Puisqu'ensuite Bray Wyatt il a été renvoyé du côté d'NXT après son passage dans la Nexus. Du côté d'NXT, il a formé du coup la Wyatt Family avec Eric Rowan et Luke Harper. Il me semble que tout à l'heure j'ai dû dire Eric Strowman, un truc comme ça. Bref, Strowman il arrive après du côté de la Wyatt Family. Ensuite on a toutes ces années là où il se passe de grandes choses, il devient champion de la WWE. Après c'est un peu le bordel, il perd un petit peu en crédibilité, sa legacy chute, son personnage évolue d'une manière un peu trop chelou je trouve et les fans n'accrochent plus trop. Il arrive très bas dans la carte, hein, il fait équipe avec Matt Hardy pour cette équipe absolument folle là, Bray Wyatt et Matt Hardy. Ils deviennent quand même champions par équipe et puis eh bien après c'est la pause, hein, c'est la pause et il faut faire autre chose de Bray Wyatt. Et en 2019, on découvre ce personnage de Bray Wyatt tout nouveau, un peu joyeux, il est un peu chelou, hein, il parle aux enfants, il a des jouets, et surtout il nous dit attention, il ne faudrait pas que l'alter ego, le Fiend, arrive, puisque lui il est complètement dangereux, et bien entendu c'est de ça dont on parle. Après toutes ces vignettes excellentes, cultes maintenant, de la Firefly Funhouse, toutes ces vignettes d'ailleurs qui sont disponibles sur YouTube, sur le YouTube de la WWE, n'hésitez pas à aller voir ça, et bien on découvre le Fiend, ce personnage macabre, terrible, méchant, cruel et absolument inarrêtable, imbutable, et tellement imbutable d'ailleurs que le booking est complètement à chier au début, hein, faut le dire, hein, parce que voilà, le problème c'est que créer un personnage imbutable comme ça, t'es obligé de faire une disqualification dans un Hell in a Cell contre Seth Rollins, alors ça n'a aucun sens de faire une disqualification dans un Hell in a Cell. Ma foi, c'est comme ça. Ensuite, Bray Wyatt, bien sûr, devient champion. Il perd son titre d'une manière absolument dégueulasse contre Goldberg en Arabie Saoudite. En fait, on a raté tellement de choses pour la carrière de Bray Wyatt et pour cette partie du film. C'est très très dur, hein. Outre le décès de Bray Wyatt qui est déjà très dur à accepter, mais se dire que voilà, il n'aura pas d'autre chance finalement, son personnage du film, on lui a gâché son opportunité, et ensuite derrière ça a été franchement la dégringolade. Bray Wyatt a dû souffrir, je pense, émotionnellement parlant, de la gestion de son personnage qui s'était fait chier quand même à créer, et bien après il s'est fait licencier tout simplement parce que ça n'allait plus. En plus Bray Wyatt il avait un gros contrat, il avait négocié un gros contrat, et voilà, coupe budgétaire à l'époque, alors que les mecs ils allaient en Arabie Saoudite, ils récupéraient des milliers, des millions de dollars, mais on voulait couper budgétaire, donc ok. Bray Wyatt a donc été licencié, et ensuite
ensuite il a été ramené par Triple H fin 2022 du coup. Triple H qui entre temps avait pris les commandes et l'une des priorités de Triple H c'était de ramener Bray Wyatt, un personnage qu'il appréciait et un humain aussi qu'il aimait bien. Les relations entre Triple H et Bray Wyatt étaient plutôt bonnes et donc on a eu ce retour à Extreme Rules 2022 avec ce nouveau encore personnage et cette promo mes amis, cette première promo de Bray Wyatt à SmackDown. Je l'ai regardé juste avant de tourner cette vidéo, je peux vous dire que c'est quelque chose de réécouter cette promo aujourd'hui en sachant que Bray Wyatt est décédé, puisqu'à l'époque quand même il nous explique que Bray Wyatt il sort presque d'une dépression, hein. Il a perdu 2 de ses meilleurs amis, et notamment John Huber, a.k.a. Brody Lee, a.k.a. Luke Harper, du coup dont on a parlé au tout début de cette chronique interminable, et également un ami très proche, donc voilà, il a traversé des moments très difficiles, et il nous dit également que c'est grâce à nous, grâce aux fans de catch, qu'il a su garder le cap, qu'il a su trouver la force et que là il était heureux de revenir et waouh, ce jour-là il a créé un lien avec les fans, un truc vraiment très puissant qu'ensuite malheureusement il n'a pas pu véritablement développer puisque on a eu tout ce truc avec Oncle Howdy, ça a duré un peu trop longtemps ce truc, effectivement ça tournait un peu en rond. On avait eu ces QR codes très intéressants avant, mais ensuite on a eu toute cette histoire un peu longue finalement, comme quand je raconte des histoires, et on a eu ce match contre LA Knight qui a été décevant, ce match un peu chelou. En plus ce match était un placement de produit, c'est pour ça que c'était un peu dans le noir avec des néons, bref, rien n'allait véritablement et on sentait que le démarrage de ce nouveau Bray Wyatt était un peu long, un peu lent, mais que ça allait venir. Et malheureusement, Bray Wyatt est tombé malade au début d'année 2023. Ça n'allait pas très fort, il a eu du mal à se remettre de ce Covid long qu'il a eu. Et ensuite, un moment où il s'apprêtait à revenir, il a fait des examens médicaux, on lui a décelé ce problème cardiaque. Il devait faire très attention. Et malheureusement, le destin a décidé autrement et la vie a décidé de le rappeler à quelque chose d'autre pour Bray Wyatt. Il a rejoint ses amis, du coup ses proches, et notamment son compère de longue date, John Huber, a.k.a. Luke Harper. Un choc, hein, véritablement, j'en ai parlé dans la vidéo fin août que j'avais fait, mais moi ça a été clairement mon choc de l'année niveau catch, et je ne vous cache pas que le décès de Bray Wyatt ça m'a mis un tel coup au moral que derrière ensuite il y a eu plus de vidéos pendant 2 mois, parce qu'en fait c'était dur, c'était très dur de s'y remettre et de pas penser à cette fatalité terrible que Bray Wyatt soit décédé à 36 ans, c'était absolument terrible, il n'y a pas d'autre mot. Malheureusement, c'est la vie et il faut faire avec. Et sans doute qu'on connaîtra d'autres histoires pareilles dans le futur. Le moins possible, on l'espère, mais ça risque d'arriver puisque c'est le cheminement naturel de la vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés. Moi, je vais aller regarder Bob l'éponge. Hein. Là, j'ai besoin de souffler un peu après cette vidéo. Ça, plus la vidéo de Benoît mercredi, j'avoue que c'est pas facile, mais clairement, je voulais faire cet hommage à ces 5 catcheurs et aussi potentiellement vous présenter des catcheurs que vous ne connaissiez pas si vous êtes des nouveaux fans de catch. Si jamais vous avez regardé cette vidéo interminable jusqu'au bout, mettez-moi le mot banane dans les commentaires pour voir un peu quels sont les vrais de la chaîne Dr Wrestling. Allez, on se retrouve très bientôt sur YouTube. C'était Dr Wrestling. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.